Ce soir, nous nous rendons au Bar des Sciences, une manifestation organisée une fois par mois à Montpellier. Et ce mois-ci, c'est sur le thème de l'esprit critique et on se demande où est-ce qu'il est passé. Je vous laisse en compagnie de nos 3 intervenants pour découvrir ce sujet et nous nous retrouverons à la fin pour le bilan. Bonne soirée! Selon vous, en quoi cela consiste, l'esprit critique? Ah ouais, vous me posez une question. Je suis en vacances. Eh bien, c'est de ne pas avaler toutes les couleuvres, c'est de pouvoir avoir son juge arbitre sur un certain nombre de sujets. C'est le fait d'arriver à s'autocritiquer. C'est critiquer ce qu'on nous présente comme sujet. C'est quand on critique sur des choses. L'esprit critique, c'est de commenter sur tout et de donner son avis. S'il n'y a pas assez d'esprit critique, c'est le totalitarisme. L'esprit critique. Je ne sais pas si je vais vous donner une définition. Agnès Perrin-Doucet, directrice de la faculté d'éducation, maîtresse de conférences langue et littérature française. Ma vision de l'esprit critique, c'est que c'est le moyen d'être vraiment libre, parce que dans la vie, ce qui m'importe, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de choisir ses opinions, ses options, et de pouvoir en changer, donc d'être en capacité d'analyser d'où viennent nos choix, pourquoi on les a faits, pourquoi on veut changer. Voilà. Et on voit quand même bien dans notre société que c'est pas la chose au monde la mieux partagée, même si dans notre République c'est protégé par la laïcité. Vous l'avez bien compris, je suis le journaliste de service et donc j'ai une vision beaucoup plus opérationnelle de ce qu'il faut entendre par esprit critique. Dominique Anthony, journaliste et membre du club de la presse Occitanie. Mais toutefois, je serais d'accord pour dire qu'au fond, j'aime bien ce que Descartes avait créé, c'est-à-dire la question du doute méthodique. C'est-à-dire, effectivement, toujours douter, toujours s'interroger, toujours questionner. Et aujourd'hui, si on prenait une définition de 2022, je dirais que par rapport à un fait, avoir l'esprit critique, c'est multiplier les sources pour mieux cerner cette réalité. Au fond, l'esprit critique, c'est de ne pas se contenter d'une seule approche, de multiplier effectivement, notamment au niveau de la presse, les sources. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les sources sont nombreuses. Alors, il y a des sources qui sont plus ou moins valables, plus ou moins professionnel, mais il y a cette volonté, effectivement, de ne pas se contenter d'un seul son de cloche, comme on dirait un peu prosaïquement. Et rien que cette démarche-là est une démarche qui, à mon avis, est très positive. Bon, je suis Gabriela Litre, je viens du Brésil. Gabriela Litre, docteur en géographie et développement durable, chercheuse associée sur les changements environnementaux globaux et les politiques publiques à l'Université de Brasilia, scientifique invité par Muse. Et bon, avec la directrice d'éducation et un prestigieux journaliste, on a déjà 2 approches super intéressantes sur ce que c'est l'esprit critique, à partir de l'éducation et aussi à partir du journalisme, et je dirais d'un journalisme plutôt traditionnel. Moi aussi, dans la première partie de ma carrière, j'ai été journaliste politique pendant 8 ans. Et alors, je comprends bien, on a vite empathisé avec tous les deux. Et la question que je vous amène, c'est l'esprit critique dans la science et aussi dans la relation avec le preneur de décision. Au Brésil, moi, je travaille avec le conseil technique, avec des ministères, par exemple le ministère de l'Environnement, le ministère du Développement régional. C'est pas toujours facile de parler d'esprit critique, spécialement dans les époques où on se trouve maintenant, au Brésil, où une énorme partie de la population a accès à des portables et à des connexions d'Internet, mais sont des analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire, oui, je ne rigole pas, c'est une réalité, c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. Et alors, ils sont connectés, mais c'est difficile vraiment de déchiffrer ce que c'est la bonne information ou pas. Comment est-ce qu'on fait dans les familles, dans l'école, pour essayer de convaincre les jeunes ou de les stimuler pour
remplir ce vide par autre chose? Merci beaucoup. C'est une question, je pense que pour les trois aussi, pour Madame Perrin, spécialement qui travaille avec l'éducation, mais je te remercie de cette question, surtout parce que moi aussi, je suis la maman des 3 enfants. Et j'ai bien aimé que tu as souligné les mots « vide ». Parce que moi, je suis aussi critique de l'esprit critique quand on ne les critique pas. C'est-à-dire, j'ai une tendance à ne pas penser dans des termes élitistes. Les gens ont des habitudes, même les enfants, pour des raisons. Ils ont des motivations. Il faut les explorer et mieux les connaître pour arriver à une solution. Alors, quand un étudiant ou un enfant nous dit « sans le portable, je sens le vide, je me sens tout seul », il y a des raisons très très profondes qu'on doit explorer. Par exemple, les gens, on leur posait la question « c'est quoi l'esprit critique ?» Et il y a un problème avec l'esprit critique. On a 2 ressources au moins qui sont très très précieuses et qu'on n'en a pas trop. C'est le temps et l'énergie. Alors, on ne peut pas aller dans la rue et juste dire c'est quoi l'esprit critique, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas? Les gens travaillent, les gens doivent aussi avoir le temps libre, s'épanouir. Les temps n'ont pas trop d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que quelquefois on préfère les réseaux sociaux? Parce que c'est facile et intuitivement agréable. Alors, pour les enfants, surtout, ça provoque aussi des stimulus neurologiques, des gratifications, même des dopamines, très faciles à être obtenues, surtout quand il n'y a personne autour d'eux. Je partage complètement avec Gabriella l'idée que ça n'appartient pas qu'aux enfants, aux jeunes. Ça appartient à tout le monde. Je crois que c'est commergé, de 7 à... Voilà. Ça, c'est une réalité. Et pour le coup, la pandémie et la numérisation de la société permanente avec... je ne sais pas, on peut plus se passer son... Enfin, là, maintenant, on peut parce qu'on n'a plus besoin de montrer son passe sanitaire. Mais le passe sanitaire, ça nous impose d'avoir quasiment tout le temps le téléphone avec nous. Donc de prendre cette habitude de l'utiliser en permanence. Donc tout ça est un fait de société. Donc l'école, elle est dans la société. Il ne faut jamais oublier que l'école n'est pas hors de la société, elle est dans la société, elle fait avec la société. Que les enfants sont beaucoup plus avec leurs parents, leurs amis qu'avec leurs professeurs. C'est quoi? C'est 10% de leur temps à peu près, l'école, dans une... Je pense, j'avais un ami qui avait calculé autour de peut-être, allez, mettons 15. Donc, bon, ça, c'est pas pour défausser l'école, mais pour dire qu'on ne peut pas se dire que c'est que l'école qui va le gérer. Ça, c'est sûr. Ensuite, il me semble qu'il y a plusieurs points sur lesquels on devrait avoir une espèce d'accord citoyen entre les parents, les enseignants, les politiciens. C'est ce que dit Serge Tisseron déjà sur la non-exposition des enfants aux écrans avant 3 ans. Oui, je t'autorise à être sur tel ou tel réseau, mais je me permets, je garde le droit de vérifier, même si je suis pour toi un sale flic, entre guillemets, mais je me garde le droit parce que je suis ton père, parce que j'ai autorité sur toi. Il faut le dire parfois, ça fait... Voilà. Deuxièmement, je ne t'interdis rien, mais on se donne des règles communes pour vivre ensemble un moment de la journée. Et donc, c'est le dispositif de la corbeille. Mais moi aussi, je joue le jeu. Moi, en tant que parent, je joue le jeu aussi. Voilà. Et puis, aussi, être en capacité d'être en phase avec l'élève. On était là en intervenant et on demandait comment justement les jeunes s'informaient. Et il y en a un qui nous a dit ceci, j'ai trouvé ça génial. Il a dit « Moi, je crois ce que dit ma mère. » Très bien, c'est bien. Et comment tu fais? Moi, ma mère, tous les jours, elle me fait une revue de presse. Et je l'écoute et je me contente de ça. Bon, alors c'est tout à fait exceptionnel. Mais je veux dire par là que la démarche n'est pas inintéressante, qui est à dire qu'au fond, parent, j'interfère dans le mode opératoire du jeune et je lui propose un produit que personne d'autre que moi, sa mère, peut lui donner.
Alors après, il y a des éléments normatifs, etc. Je choisis quoi, j'insiste sur quoi, après, je ne rentre pas dans le détail. Mais vous avez cette démarche tout à fait folle, qui est une démarche tout à fait parentale en même temps. Est-ce que le manque d'esprit critique, c'est un problème d'une génération? Parce que dans ma génération, c'était les mass media, on n'était pas critique. Et aujourd'hui, on parle de gens qui ne sont pas critiques, mais les fake news, ce n'est pas un problème seulement relais à une génération particulière. Les fake news, c'est un problème bien épandu et très universel. Donc, on peut parler là de ces exclusivités de remarques qu'on fait. Après, l'exclusivité de la responsabilité, comme je viens de dire, ce n'était pas seulement les social media. Quand j'étais plus jeune, c'était les mass media, les médias traditionnels qui faisaient les brainwash, qui nous versaient sur les manques d'esprit critique. Et oui, je suis totalement d'accord. Et dans le cours dont je vous parlais à Sorbonne Nouvelle, le titre du cours c'était « Il n'y a rien de neuf sous le soleil ». Pourquoi ? Et vous connaissez bien les spécialistes de la communication de masse des années 1930 aux États-Unis. Vous connaissez ce qu'il s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale avec les étudieux et les analystes de la propagande et tout ce qu'elle a fait, arrivé à faire, et les brainwashing. Alors, vraiment, le phénomène est nouveau et n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est M. Manuel Castells qui l'a dit. Et il était, le pauvre, assez optimiste quand il parlait d'un réseau social. Il disait que la quantité d'informations et la vélocité de l'information et l'accessibilité par tout le monde de l'information sont totalement novatrices. Et c'est vrai. Mais en même temps, les fake news et les mauvaises informations sont anciennes. Et il faut juste penser à comment et de quelle façon l'ancien ministre Goebbels a arrivé à convaincre des multitudes dans l'Allemagne nazie à faire ce qu'ils ont fait. Comme vous avez pu le voir, les débats étaient riches et les échanges nombreux sur cette thématique de l'esprit critique. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de médias et nous avons parlé d'utilisation des écrans. À ce propos, nous avons fait le précédent bar des sciences sur cette thématique. Si vous n'y avez pas assisté, pensez à aller voir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous avez apprécié ce format. Sur ce, je vous retrouve le mois prochain pour le nouveau bar des sciences.